L'assiette a heurté le sol de la salle de réception avec une telle violence, que la pièce entière a cessé de respirer. Poulet rôti, haricots verts, et purée de pommes de terre, se sont éparpillés sur le carrelage ciré, juste sous ma chaise. Un verre de vin a tremblé, près du bord de la table. Quelque part derrière moi, une femme a poussé un hoquet de surprise. Ma belle-mère, Diane Beaumont, se tenait au-dessus de ce désastre, le menton levé, comme si elle venait de corriger un enfant à l'église. Puis, d'une voix assez forte pour que chaque colonel, sergent, commandant, conjoint, et vieux vétéran de cette salle puisse l'entendre, elle a lâché « Tu n'as pas ta place à cette table ». Pendant une longue seconde, j'ai oublié que je portais mon grand uniforme. J'ai oublié le poids de mes médailles. J'ai oublié les années que j'avais passées, à servir mon pays. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder mon mari. Michel était assis à mes côtés, les mains croisées, la mâchoire crispée. Sa mère venait de m'humilier publiquement, devant 200 personnes, lors du banquet militaire de départ à la retraite de son père, et mon mari a détourné le regard. C'est à cet instant précis, que quelque chose s'est figé en moi. Ni de la colère, ni de la brisure, juste un calme absolu. J'ai lentement repoussé ma chaise. Le crissement de ses pieds a résonné, plus fort encore que le fracas de l'assiette. Tous les regards de la pièce se sont tournés vers moi. Je me suis levée, j'ai lissé l'avant de mon uniforme de l'armée de terre, et j'ai réajusté les décorations sur ma poitrine. Le sourire narquois de Diane s'est effacé. J'ai regardé au-delà de sa personne, vers l'estrade, où le colonel Richard Beaumont, mon beau-père, était assis, pétrifié, à côté du général venu pour l'honorer. Puis, j'ai prononcé 3 mots, lisez mes ordres. La salle de réception tout entière a plongé dans le silence. Mais, pour comprendre pourquoi ces 3 mots ont fait trembler cette pièce, il faut d'abord comprendre ce que cette soirée était censée être. Le colonel Richard Beaumont avait servi 35 ans dans l'armée française. C'était un homme difficile à impressionner, le genre de personne qui estimait que les chaussures devaient briller, que les mots devaient avoir un sens, et qu'une famille ne devait jamais, au grand jamais, s'embarrasser en public. Son banquet de retraite se tenait dans la salle de bal d'un grand hôtel de Versailles, non loin du camp militaire de Satory. Il y avait des drapeaux derrière l'estrade, des photographies encadrées de ses déploiements, et des tables rondes, recouvertes de lin blanc. Diane avait planifié chaque centre de table, elle-même. Elle avait aussi fait comprendre, depuis des semaines, qu'elle aurait préféré que je ne vienne pas. Je rentrais tout juste d'opération extérieure, 3 jours plus tôt. J'étais fatiguée jusqu'à la moelle, mais Richard m'avait personnellement appelé, pour me demander d'assister à l'événement en uniforme. Michel m'avait dit que sa mère était stressée, et que je devais simplement faire profil bas. Alors, j'ai essayé. Je suis arrivée discrètement. J'ai souri poliment. J'ai pris la place marquée à mon nom. Puis, Diane a marché d'un pas militaire vers nous, m'a vue assise à côté de son fils, et a décidé que ma présence était une insulte. Elle a fait tomber mon assiette par terre, et mon mari, lui, a choisi le silence. Mais Diane n'avait aucune idée de ce qui se trouvait à l'intérieur du dossier officiel de cérémonie, posé sur cette estrade. Elle n'avait aucune idée de la vraie raison de mon invitation, et elle ne se doutait pas que, avant la fin de la nuit, tous les gens présents dans cette pièce connaîtraient la vérité. Le silence qui a suivi mes 3 mots, m'a semblé plus lourd que les médailles reposant sur ma poitrine. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Même Diane a semblé douter d'elle-même, pour la première fois de la soirée. Avant que quiconque ne puisse atteindre le dossier de cérémonie, posé près de l'estrade, mon esprit a dérivé vers le passé, vers le début d'une histoire qui avait commencé bien avant, qu'une assiette ne se fracasse sur le sol d'une salle de bal. J'ai grandi dans une petite ville agricole, près de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Mon père, Henri Renaud, était un ancien combattant. Il parlait rarement de la guerre, mais il m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'honneur. Chaque matin commençait, en faisant mon lit au carré. Chaque promesse devait être tenue. Chaque poignée de main devait signifier quelque chose. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les gens nous traitent, disait-il souvent. Mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous nous comportons.
Ces mots sont restés gravés en moi, bien après qu'il ait enterré ma mère, et qu'il m'ait élevée seule. L'université n'était pas quelque chose que nous pouvions nous offrir, alors j'ai obtenu une bourse pour intégrer l'école des officiers. Devenir officier dans l'armée n'était pas simplement un choix de carrière. C'était une promesse faite à mon père, à moi-même, et à chaque soldat qui me ferait confiance. Des années plus tard, lors d'un exercice d'entraînement conjoint, j'ai rencontré Michel Beaumont. Il était gentil, drôle, et il était facile de lui parler. Contrairement à beaucoup de gens, il comprenait la vie militaire, parce qu'il y avait grandi. Son père portait l'uniforme. Il avait passé son enfance, à déménager de base en base. Je pensais que nous nous comprendrions toujours. Quand Michel m'a demandé en mariage, je croyais que je n'épousais pas seulement un homme. Je croyais que je rejoignais une famille, bâtie sur le sens du service. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. La première fois que Diane m'a rencontré, elle a souri poliment, mais ses yeux ne se sont jamais réchauffés. Alors, a-t-elle dit en me jaugeant de la tête aux pieds, vous venez d'Auvergne. Ce n'était pas vraiment une question. Au fil des années, ces critiques sont devenues, à la fois plus discrètes et plus tranchantes. Mes vêtements étaient trop simples. Mes manières faisaient trop provinciales. Ma carrière me rendait difficile à cerner. Chaque fois que des parents se réunissaient, elle se débrouillait toujours pour m'asseoir à l'autre bout de la table, tout en plaçant Michel, à côté des cousins qu'elle adorait. Les anniversaires allaient et venaient, sans que je reçoive d'invitation. Les vacances familiales étaient planifiées, juste après que j'ai été programmée pour un déploiement. Si quelqu'un le remarquait, personne ne disait rien. Et Michel moins que quiconque. Chaque fois que j'essayais de lui expliquer à quel point le comportement de Diane me blessait, il poussait le même soupir de lassitude. Elle a juste ses petites habitudes, Émilie. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Pouvons-nous juste passer des fêtes tranquilles? Petit à petit, préserver la paix est devenu une autre façon de me demander d'accepter le manque de respect. Je me disais que Diane finirait par changer d'avis, que si je restais patiente, que je travaillais dur, et que je traitais tout le monde avec gentillesse, elle me verrait enfin comme un membre de la famille. Au lieu de cela, chaque année, la distance se creusait davantage. Ce que je ne réalisais pas, c'est que quelqu'un d'autre dans la famille Beaumont observait silencieusement la situation, depuis le début. Et le soir même où Diane a décidé de m'humilier publiquement, ce témoin silencieux s'apprêtait à tout changer. Le colonel Richard Beaumont n'avait jamais été un homme à distribuer des compliments facilement. S'il pensait que vous aviez fait du bon travail, il hochait la tête une fois, et passait à autre chose. C'était sa façon d'être. Pendant les premières années de mon mariage, je me suis souvent demandé s'il m'appréciait vraiment. Il était poli, respectueux, mais réservé. Comparé à la désapprobation ouverte de Diane, sa distance silencieuse semblait presque réconfortante. Ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé qu'il m'observait, de bien plus près que je ne l'avais jamais imaginé. La vie militaire a sa propre façon de mesurer la valeur des gens. Elle se moque de savoir où vous avez grandi. Elle se moque de l'argent que vos parents ont gagné. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir si vous tiendrez parole, quand cela comptera vraiment. Au cours des années suivantes, ma carrière a exigé plus de moi, que je ne l'aurais jamais cru. Il y a eu des missions de secours, après des tempêtes dévastatrices dans les Antilles. Il y a eu des mois passés à l'étranger, pour soutenir des opérations humanitaires. Il y a eu des semaines interminables d'exercices d'entraînement, qui se confondaient les unes avec les autres, jusqu'à ce que tous les aéroports se ressemblent. J'ai manqué des anniversaires. J'ai manqué des anniversaires de mariage. J'ai manqué des repas de famille et des matins de Noël. Chaque fois que je faisais mon sac de paquetage, Diane trouvait une nouvelle raison de me critiquer. Certaines femmes savent que leur premier devoir est envers leur famille, disait-elle assez fort, pour que tout le monde l'entende. Quand les voisins demandaient où j'étais, elle haussait les épaules de manière dramatique. Émilie choisit toujours l'armée, comme si servir mon pays n'était qu'un passe-temps égoïste. La vérité était bien différente. De nombreuses nuits à l'étranger, après avoir terminé des gardes de 12 heures, je m'asseyais seule dans mes quartiers,
et j'appelais Michel en vidéo, espérant juste entendre une voix familière. Parfois, Internet fonctionnait à peine. Parfois, nous ne réussissions à parler que quelques minutes, avant que la connexion ne coupe. Pourtant, je n'ai jamais cessé d'essayer. Mon père non plus. Même à plus de 70 ans, Henri envoyait des lettres manuscrites, à chaque adresse que l'armée lui communiquait. À l'intérieur de chaque enveloppe, se trouvait le même rappel, « Tiens-toi droite ». L'honneur ne se mesure pas aux applaudissements. J'ai gardé chacune de ces lettres. Pendant ce temps, Michel continuait d'essayer, de rester en dehors des conflits. Chaque fois que Diane me critiquait, il changeait de sujet. Chaque fois que des proches répétaient ses commentaires, il riait maladroitement. « Je ne veux pas que tout le monde se dispute », murmurait-il ensuite. Mais le silence a des conséquences. Chaque fois qu'il évitait la confrontation, Diane devenait un peu plus audacieuse. Chaque fête devenait un peu plus froide. Chaque réunion de famille me rappelait que j'étais tolérée et non acceptée. Une seule personne semblait comprendre ce que le sacrifice militaire coûtait réellement, Richard. Il ne se disputait jamais avec Diane en public, mais il s'informait toujours de mes soldats, avant de s'informer de moi. « Tout le monde est rentré sain et sauf ?» demandait-il. Quand je répondais oui, il hochait simplement la tête. Je m'en doutais. Avec le recul, je comprends ce qu'il disait vraiment. Il avait confiance en mon leadership. Il respectait mon service, et sans le dire à personne, pas même à sa propre femme, il avait déjà pris une décision sur la personne qu'il voulait voir à ses côtés, lors du jour le plus important de sa carrière militaire. Cette décision reposait, à l'intérieur du dossier de cérémonie scellé, sur l'estrade. Dans quelques minutes, la salle de bal tout entière découvrirait pourquoi mes simples mots, lisez mes ordres, avaient tout changé. Personne dans la salle de bal n'osa briser le silence. Je suis resté debout, à côté de ma chaise renversée, mes mains reposant calmement le long de mon corps. La nourriture éparpillée sur le sol était soudainement devenue la chose la moins importante de la pièce. Le général commandant, assis à côté du colonel Richard Beaumont, a lentement regardé vers l'estrade. Puis, il a parlé d'une voix posée. « Major, auriez-vous l'obligeance de m'apporter le dossier de cérémonie du colonel Beaumont ?» Un major à la retraite s'est empressé de rejoindre le pupitre et a ramassé le dossier en cuir bleu foncé, qui avait attendu là toute la soirée. Il l'a porté prudemment au général, qui l'a ouvert, sans dire un mot de plus. À travers la pièce, je pouvais entendre des murmures commencer à se répandre. Quels ordres? Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous manqué quelque chose? Diane restait figée, à côté de la table. Sa confiance s'était évaporée, remplacée par l'incertitude. Michel a regardé tour à tour, moi, son père, puis le dossier. Il avait l'air aussi confus que tout le monde. Seul Richard savait exactement ce que le général s'apprêtait à lire. Le général a ajusté ses lunettes et a retiré un document unique. Ceci, a-t-il dit, est le programme officiel de la cérémonie de retraite du colonel Beaumont, approuvé par son commandement. Ses yeux ont parcouru lentement la page. Puis, il a levé les yeux. À la demande personnelle du colonel Richard Beaumont, la remise de la Légion d'honneur et du drapeau du régiment sera effectuée par la capitaine Émilie Renaud Beaumont. Une vague de silence stupéfait a déferlé sur la salle de bal. Le général a poursuivi. Le colonel Beaumont a spécifiquement demandé la capitaine Beaumont car, selon ses propres mots écrits, elle représente le mieux les valeurs de l'armée qu'il a consacré sa carrière à défendre. Personne n'a bougé. J'ai entendu quelqu'un inspirer doucement. Un autre invité a murmuré « Mon Dieu !» Le général n'avait pas terminé. Il a en outre demandé que cette sélection reste confidentielle jusqu'à la cérémonie, car il souhaitait que ce soit une surprise. Tous les visages se sont tournés vers Richard. Il s'est lentement levé de sa chaise. Bien qu'âgé de 70 ans, il se tenait toujours avec la prestance de l'officier, qu'il avait toujours été. Il m'a regardé directement. « J'ai fait cette demande il y a près de 6 mois, a-t-il déclaré.
J'ai commandé des soldats remarquables tout au long de ma carrière. Il a fait une pause. Mais je n'en ai jamais connu un, avec une plus grande intégrité, que ma belle-fille. Ces mots m'ont frappé plus fort, que l'humiliation de Diane n'aurait jamais pu le faire. Richard ne m'avait jamais appelé ainsi auparavant. Ni publiquement, ni même en privé. Ma belle-fille. À travers la pièce, plusieurs officiers à la retraite ont hoché la tête, silencieusement. Quelques vétérans ont commencé à applaudir. Une paire de mains, puis une autre. Bientôt, les applaudissements se sont propagés dans la salle de bal, non pas bruyants ou festifs, mais respectueux, le genre d'applaudissements réservé à un honneur mérité. Le visage de Diane est devenu pâle. Elle a regardé autour de la pièce, comme si elle cherchait quelqu'un pour la défendre. Personne ne l'a fait. Au lieu de cela, chaque regard reflétait la même douloureuse réalisation, elle avait publiquement humilié, l'officier même que son mari avait personnellement choisi, pour se tenir à ses côtés lors du moment le plus fier de sa carrière. Et pour la première fois depuis des années, Richard s'est tourné vers sa femme, non pas comme un mari essayant d'éviter un conflit, mais comme un soldat défendant ce qui était juste. Son expression seule m'a indiqué que la conversation la plus difficile de la vie de Diane était sur le point de commencer. Les applaudissements se sont estompés, jusqu'à ce que la pièce redevienne silencieuse. Richard n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Après 35 ans dans l'armée, il avait appris que les mots les plus calmes portaient souvent le plus grand poids. Il s'est éloigné de la table d'honneur et a marché vers moi. Chaque chaussure cirée sur le sol de la salle de bal semblait figée sur place, alors que les invités le regardaient traverser la pièce. Lorsqu'il s'est arrêté devant moi, ses yeux se sont brièvement posés sur l'assiette brisée à nos pieds. Puis, il a levé les yeux. « Capitaine Beaumont, a-t-il dit, la voix assurée. Au nom de ma famille, je vous dois des excuses. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. Non pas parce que je les voulais, mais parce que je ne m'attendais pas à les entendre. Richard s'est tourné vers le personnel de l'hôtel, qui hésitait près de la porte. « S'il vous plaît, laissez ce désordre où il est, pour quelques minutes encore. » Le jeune serveur a hoché la tête. Richard n'essayait d'embarrasser personne. Il voulait que tout le monde se souvienne exactement de la façon dont cette soirée s'était déroulée. Il a fait face à la salle. J'ai demandé à Émilie de porter son grand uniforme ce soir, car je voulais que ceux qui ont servi à mes côtés rencontrent l'officier que j'admire le plus. Un murmure a parcouru l'auditoire. Je l'ai vu manquer des anniversaires, des célébrations et des fêtes, sans jamais se plaindre. Je l'ai vu diriger des soldats à travers des missions dangereuses et rentrer chez elle avec la même humilité qu'à son départ. Ses yeux ont glissé vers Diane. Et j'ai regardé ma propre famille, échoué à lui accorder le respect qu'elle a gagné. Personne n'a osé l'interrompre. Les épaules de Diane se sont affaissées. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait n'avoir aucun mot à dire. L'un des plus vieux amis de Richard, un général de brigade à la retraite, s'est lentement levé de sa chaise. Puis un autre vétéran s'est levé, et encore un autre. En quelques secondes, presque tous les anciens militaires de la salle de bal étaient debout. Ce n'étaient pas des applaudissements cette fois. C'était quelque chose d'encore plus significatif. Une marque de respect solennel, non pas pour le grade, non pas pour les médailles, mais pour le caractère. J'ai senti des larmes piquer mes yeux, mais je les ai chassées en clignant des paupières. L'entraînement militaire vous apprend à rester composé sous la pression. Pourtant, rien ne m'avait préparé à cela. Michel est resté assis. Son visage avait perdu toute couleur. Il a regardé les vétérans debout autour de la pièce, puis l'assiette brisée sur le sol, et enfin, il m'a regardé. Je pouvais presque voir les souvenirs défiler dans son esprit. Les anniversaires que j'avais passés à l'étranger, les fêtes que j'avais manquées, les innombrables fois où j'avais silencieusement encaissé les insultes de sa mère, parce qu'il m'avait demandé de préserver la paix. Pendant des années, il avait cru que rester silencieux protégeait sa famille. Maintenant, il comprenait quelque chose de douloureux, le silence n'avait protégé personne. Il n'avait protégé que la personne qui causait le mal.
Le général commandant s'est avancé à côté de Richard. Capitaine Beaumont, a-t-il dit chaleureusement. Si vous y consentez, nous serions toujours honorés que vous meniez cette remise de décoration. J'ai baissé les yeux vers mes chaussures tachées, puis de nouveau vers Richard. Il m'a fait un petit signe de tête. À ce moment-là, j'ai réalisé que la cérémonie pouvait continuer. Mais mon mariage, lui, ne pouvait pas continuer tel qu'il avait été. Certaines conversations ne pouvaient plus être repoussées. Et avant que cette nuit ne s'achève, Michel et moi allions enfin avoir celle que nous évitions tous les deux depuis des années. La cérémonie de retraite s'est poursuivie, avec toute la dignité que Richard avait espérée. Je lui ai présenté le drapeau tricolore plié. Le général commandant a épinglé la Légion d'honneur sur sa veste, et j'ai lu la citation officielle, avec une voix qui n'a jamais tremblé, bien que mon cœur me semblât plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Quand ce fut terminé, Richard m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas l'étreinte rapide et maladroite que nous échangions lors des fêtes. C'était ferme, fier, paternel. « Je suis honoré que ce soit vous, qui vous teniez à mes côtés, » a-t-il murmuré. « Merci, mon colonel, ai-je répondu, parce que je savais que si j'en disais plus, je risquais de pleurer. La salle de bal s'est lentement vidée. Les invités ont serré la main de Richard, l'ont félicité, et se sont discrètement arrêtés, pour me dire qu'ils étaient désolés de ce qui s'était passé. Plusieurs femmes que je connaissais à peine, ont admis qu'elles avaient remarqué le comportement de Diane à mon égard, au fil des ans. Une veuve âgée m'a serré la main. Mon mari a servi pendant 30 ans, a-t-elle dit doucement. J'ai déjà vu des femmes comme elle. Ne confondez pas l'amertume de quelqu'un, avec votre propre valeur. Je l'ai remercié, mais ces mots sont restés avec moi, tout au long du trajet de retour. Michel a conduit en silence. Les lumières de l'autoroute glissaient sur le pare-brise, et aucun de nous ne parlait. Normalement, c'est moi qui aurais brisé la tension. Pas cette fois. Lorsque nous avons atteint la maison, j'ai soigneusement accroché mon grand uniforme, dans le placard de l'entrée, avant d'enfiler un simple pull et un jean. Michel se tenait dans la cuisine, fixant le plan de travail. Finalement, il a parlé. Je suis désolé. 3 mots. Des mots que j'avais attendu des années d'entendre, mais ce soir-là, ils ne suffisaient plus. Je sais que tu le es, ai-je répondu calmement. Il a eu l'air surpris. Vraiment? Je sais que tu es désolé d'avoir enfin ouvert les yeux. J'ai croisé son regard. Mais où étais-tu la première fois qu'elle m'a insulté? Il n'a pas répondu. Où étais-tu quand elle m'a rayé de l'invitation de Noël? Silence. Quand elle a dit à tes cousins que je me souciais plus de ma carrière que de mon mariage? Ses épaules se sont affaissées. Je m'en souviens, a-t-il murmuré. Je me souviens de chaque fois. Et à chaque fois, ai-je continué, tu m'as demandé d'être patiente. Il s'est frotté le visage à 2 mains. Je pensais que je maintenais la famille unie. Non, ai-je dit doucement. Tu demandais à une seule personne de porter le fardeau de tout le monde. Les mots flottaient entre nous, ni colériques, ni cruels. C'est juste la vérité. Michel s'est laissé tomber sur une chaise de cuisine. J'ai eu tellement peur de contrarier ma mère, que j'ai oublié que ma première responsabilité était de protéger ma femme. Les larmes ont rempli ses yeux. Je t'ai laissé tomber. Cette fois, j'ai cru qu'il le pensait vraiment. Mais le croire n'effaçait pas les années passées. Je suis montée à l'étage, et j'ai ouvert la petite boîte à bijoux sur ma commode. À l'intérieur, reposait l'alliance que j'avais portée chaque jour, depuis notre cérémonie. Je l'ai glissée hors de mon doigt. Je suis redescendue, et j'ai posé l'anneau, doucement, sur la table de la cuisine. Je ne demande pas le divorce, ai-je dit calmement. Mais je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Michel fixait la bague, comme si elle pesait une tonne. J'ai besoin de temps, ai-je poursuivi. Non pas parce que je ne t'aime pas, j'ai fait une pause, mais parce que j'ai besoin de savoir si tu peux devenir l'homme que j'ai toujours cru que tu étais. À cet instant,
Aucun de nous n'a remarqué la lumière du porche à l'extérieur, ni la voiture qui s'engageait lentement dans notre allée. Le matin allait amener des visiteurs, qu'aucun de nous n'attendait. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'assiette tournoyer dans les airs, avant de se fracasser sur le sol de la salle de bal. Puis, j'entendais à nouveau la voix de Diane, « Tu n'as pas ta place à cette table. » Au lever du soleil, j'avais déjà préparé une cafetière, et j'étais assise sur la terrasse arrière, enveloppée dans la vieille veste de treillis de mon père. Cette matinée de juillet était calme, mais mon esprit ne l'était pas. À l'intérieur de la maison, Michel n'avait pas beaucoup dormi non plus. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas, d'une pièce à l'autre. À 9 heures tapantes, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Pas une fois. 3 coups fermes et délibérés. Michel m'a regardé depuis le couloir. Je vais ouvrir. J'ai secoué la tête. Non. Je me suis levée, j'ai pris une lente inspiration, et j'ai marché moi-même vers la porte. Quand je l'ai ouverte, je n'ai pas été surprise de voir Richard se tenir là. Ce qui m'a surprise, c'est tous les autres, Diane, la jeune sœur de Michel, Laure, son oncle François, un ancien de la marine, sa tante Suzanne, et même 2 cousins, qui avaient assisté au banquet la veille. Personne n'avait l'air à l'aise. Richard a retiré sa casquette. « Pouvons-nous entrer ?» Pendant un instant, j'ai envisagé de dire non. Après tout ce qui s'était passé, j'aurais été dans mon droit. Au lieu de cela, je me suis écartée. Entrez. Personne ne s'est assis tout de suite. Le silence à l'intérieur du salon semblait presque aussi lourd que le silence dans la salle de bal, la nuit précédente. Finalement, Richard a pris la parole. Je ne suis pas venu ici, en tant que colonel à la retraite. Il m'a regardé directement. Je suis venu en tant que père, qui a échoué à protéger quelqu'un qui méritait mieux. Ces mots étaient sincères. J'aurais dû arrêter Diane il y a des années. Je savais qu'elle te traitait injustement. Je m'étais convaincu qu'elle finirait par changer. Il a baissé les yeux. J'avais tort. J'ai hoché lentement la tête. Merci de dire cela. Puis, l'oncle François s'est éclairci la gorge. Je te dois aussi des excuses. J'ai eu l'air surprise. J'ai ri aux petites remarques de Diane, a-t-il admis. Je me disais qu'elles étaient inoffensives. Elles ne l'étaient pas. Elles nous ont donné, à tous les autres, la permission de les ignorer. Laure a essuyé une larme. J'aurais dû recadrer maman il y a des années. Je ne l'ai pas fait parce que, honnêtement, elle a dégluti avec difficulté, c'était plus facile. Un par un, les membres de la famille ont admis la même chose. Non pas qu'ils m'avaient maltraité, mais qu'ils avaient regardé faire, et n'avaient rien dit. La pièce devenait plus silencieuse, à chaque confession. Puis, Diane a finalement parlé. Je n'ai jamais voulu. J'ai doucement levé la main. Elle s'est arrêtée. Pendant des années, j'avais écouté pendant qu'elle s'expliquait, critiquait, s'excusait, et se défendait. Aujourd'hui, c'était différent. Je n'ai pas besoin d'une autre explication, ai-je dit calmement. J'entends des explications depuis près de 10 ans. Ce dont j'ai besoin, c'est d'honnêteté. Elle m'a regardée avec des lèvres tremblantes. Une vraie honnêteté, pas le genre qui blâme le stress, les malentendus, ou le comportement de quelqu'un d'autre. Juste la vérité. Diane a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, ils étaient remplis de larmes que je n'avais jamais vues auparavant. Je sais pourquoi je te détestais, a-t-elle murmuré. La pièce est devenue parfaitement immobile. Et pour la première fois depuis que j'avais rejoint la famille Beaumont, Diane était enfin prête à dire la vérité, même si cette vérité la faisait paraître plus petite, qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Personne n'a parlé. Même l'horloge comptoise dans le coin semblait plus bruyante que d'habitude, alors qu'elle marquait chaque seconde qui passait. Diane s'est assise sur le bord du canapé, les 2 mains jointes si fort, que ses jointures étaient devenues blanches. Elle ne ressemblait en rien à la femme confiante, qui s'était tenue au-dessus de moi, la nuit précédente. Quand elle a finalement commencé à parler, sa voix dépassait à peine le murmure.
Quand Michel était petit, a-t-elle dit, j'imaginais chaque détail de son avenir. Elle a eu un sourire triste, qui a disparu presque aussi vite qu'il était apparu. Je l'imaginais épouser la fille d'un autre officier, quelqu'un d'une famille que nous connaissions déjà, quelqu'un qui comprenait la vie militaire, de la façon dont je pensais qu'elle devait être. Elle a jeté un coup d'œil vers moi. Et puis, il t'a ramené à la maison. J'ai attendu. Tu n'étais pas aussi raffiné que je l'espérais. Tu parlais de ton enfance à la ferme. Tu riais trop fort. Et tu faisais rire Richard. Elle s'est arrêtée et a pris une inspiration tremblante. Je me suis dit que je ne t'approuvais pas, parce que tu n'étais pas le bon parti. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais ce n'était pas la vraie raison. Richard s'est agité inconfortablement dans son fauteuil, bien qu'il n'ait rien dit. La vérité, a continué Diane, c'est que Richard t'admirait. Elle a regardé vers son mari. J'ai passé des années à essayer de mériter ses éloges. Il me respectait en tant que mère de ses enfants, mais il disait presque jamais qu'il était fier de moi. Puis, elle s'est tournée de nouveau vers moi. Mais à chaque fois que tu rentrais d'un déploiement, il posait des questions sur tes soldats. Il disait à ses amis quel excellent officier tu étais. Je le regardais sourire, quand tu entrais dans la pièce. Sa voix s'est brisée. Je suis devenue jalouse. L'aveu est resté suspendu dans l'air. Non pas parce que quelqu'un croyait que la jalousie excusait la cruauté, mais parce qu'il expliquait quelque chose qui n'avait jamais eu de sens. Je me suis convaincue, a dit Diane, que si je pouvais faire voir à tout le monde tes défauts, Richard cesserait de t'admirer. Elle s'est couvert le visage des deux mains. Au lieu de cela, je suis devenue quelqu'un que je ne reconnais même pas. La pièce est restée silencieuse. Laure s'est rapprochée de sa mère, mais n'a pas interrompu. Richard a finalement pris la parole. Diane. Sa voix était douce, presque lasse. Je respectais Émilie pour son caractère. Cela ne t'a jamais rien enlevé. Elle l'a regardé, avec des larmes coulant sur ses joues. Je le sais maintenant. J'aurais juste aimé le savoir, il y a 10 ans. J'ai écouté attentivement. Chaque mot semblait sincère. Pourtant, la sincérité ne pouvait pas effacer des années de douleur. J'apprécie votre honnêteté, ai-je dit. Mais l'honnêteté est le point de départ, pas la ligne d'arrivée. Tout le monde m'a regardé. Je peux pardonner les erreurs. Je ne peux pas prétendre qu'elles ne se sont jamais produites. Diane a hoché lentement la tête. Je comprends. Non, ai-je répondu doucement. Je ne pense pas que vous compreniez. Vous avez dit aux gens que je me souciais plus de ma carrière que de ma famille. Vous m'avez exclu des fêtes. Vous m'avez fait me sentir comme une invitée dans mon propre mariage. J'ai fait une pause. Ces choses-là laissent des cicatrices. Elle a baissé la tête. Je sais. Et s'il doit y avoir une guérison un jour, ai-je continué, elle ne viendra pas des larmes d'aujourd'hui. Elle viendra de ce qui se passera demain. Pour la première fois, Diane ne s'est pas défendue. Elle a simplement hoché la tête. Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait que j'avais raison. Le pardon ne se prouve pas par des mots. Il se mérite, un choix après l'autre. La famille est restée encore 1 heure. Personne n'a essayé de précipiter la conversation. Il n'y a pas eu de voix élevées, pas de sortie dramatique, et pas de fin miraculeuse, joliment emballée avec un ruban. La vie fonctionne rarement de cette façon. Avant de partir, Diane s'est tenue devant moi, une fois de plus. Que dois-je faire maintenant, a-t-elle demandé doucement. C'était la première question honnête qu'elle m'ait jamais posée. J'y ai réfléchi pendant un long moment. Vous ne commencez pas par essayer de me convaincre que vous avez changé, ai-je dit. Vous commencez par devenir quelqu'un qui n'a besoin de convaincre personne. Elle a légèrement froncé les sourcils, essayant de comprendre. J'ai passé des années à nettoyer après des ouragans, ai-je continué. Quand une maison est endommagée, personne ne la répare, en parlant de la tempête. On ramasse les débris, un morceau à la fois. Richard a souri faiblement.
C'est à peu près la meilleure réponse militaire que j'ai jamais entendue. Quelques personnes ont gloussé, et pour la première fois depuis le banquet, l'atmosphère de la pièce s'est sentie juste un peu plus légère. Diane a hoché la tête. Un morceau à la fois. Au cours des mois suivants, j'ai observé pour voir si ces mots signifiaient quelque chose. À ma grande surprise, ce fut le cas. Sans me le demander au préalable, Diane a appelé chaque membre de la famille, qui avait assisté au banquet de retraite. Elle a admis exactement ce qu'elle avait fait. Elle leur a dit qu'elle m'avait traité injustement, pendant des années. Elle n'a pas blâmé le stress. Elle n'a pas blâmé les malentendus. Elle a pris l'entière responsabilité. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait également invité plusieurs conjointes de militaires à déjeuner des femmes qu'elle avait discrètement influencées contre moi, au fil des ans. Elle a présenté ses excuses à chacune d'entre elles. Toutes ne les ont pas acceptées. Certaines sont restées polies mais distantes. D'autres l'ont simplement remerciée, et ont changé de sujet. Diane a accepté chaque réponse, sans se plaindre. Pendant ce temps, Michel a tenu une autre promesse. Il a trouvé un conseiller conjugal, spécialisé dans les dynamiques familiales et l'évitement des conflits. Au début, il rentrait épuisé après chaque séance. C'est étrange, a-t-il admis un soir. J'ai toujours pensé que garder le silence faisait de moi un bon fils. Il m'a regardé avec des yeux tristes. Mon conseiller m'a demandé quelque chose à quoi je n'ai pas su répondre. Qu'est-ce que c'était, ai-je demandé. Il a dit, si votre silence protège la personne qui cause du tort, qui blesse-t-il réellement? Michel a secoué la tête. J'ai réalisé que la réponse, c'était toi. Son honnêteté n'a pas effacé le passé, mais elle m'a donné de l'espoir pour l'avenir. Petit à petit, nous avons commencé à reconstruire ce qui avait presque été perdu. Certains soirs, nous nous promenions simplement dans le quartier. D'autres soirs, nous parlions pendant des heures de choses que nous avions ignorées pendant des années. Il y a eu des conversations difficiles. Il y a eu des larmes. Il y a eu des rires, aussi. Les vrais mariages ne se restaurent pas par de grands gestes. Ils se reconstruisent dans des moments ordinaires. Un soir, Richard a appelé. « Émilie, a-t-il dit, aimeriez-vous venir dîner avec Michel, dimanche prochain ?» J'ai hésité. Avant que je puisse répondre, il a ajouté gentiment, « Pas de banquet cette fois. » J'ai souri malgré moi. Pas de discours? Pas d'assiette cassée? Il a ri. Je garantis personnellement que chaque assiette restera sur la table. Pour la première fois depuis très longtemps, l'invitation ne m'a pas rempli d'effroi. Elle m'a rempli d'un espoir prudent. Parce que la guérison avait enfin commencé, non pas par des promesses, mais par des actes constants d'humilité, de responsabilité et de grâce. À l'arrivée de l'automne, la vie semblait différente. Pas parfaite, différente. Et cela s'est avéré suffisant. Michel et moi avions encore des jours difficiles, mais ils ne se terminaient plus par le silence. Si quelque chose dérangeait l'un de nous, nous en parlions, avant que cela n'ait la chance de se durcir en ressentiment. Ce n'était pas toujours confortable, mais c'était honnête. Un dimanche après-midi, nous avons conduit jusqu'à la maison de Richard et Diane, pour le dîner. Comme promis, il n'y a eu aucun discours, et fort heureusement, aucune assiette cassée. Quand Diane a ouvert la porte d'entrée, elle a souri nerveusement. « Je suis heureuse que vous soyez venu. » C'était une phrase simple, mais j'ai remarqué quelque chose d'important. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras, avant que je ne sois prête. Elle n'a pas fait comme si le passé n'avait jamais existé. Elle m'a simplement accueillie chez elle. Ce petit geste signifiait plus, qu'elle ne le réalisait probablement. À l'intérieur, Richard s'occupait de faire griller des viandes, dans le jardin. Il a agité sa spatule avec un grand sourire. « Capitaine Beaumont » a-t-il appelé. J'ai été informé que je ne suis plus autorisé à trop cuire la viande. J'ai ri. Qui vous a informé? Mon officier commandant. Il a fait un signe de tête vers Diane, qui a levé les yeux au ciel en souriant. Pendant un bref instant, cela ressemblait à une réunion de famille ordinaire.
Non pas parce que tout le monde avait oublié le passé, mais parce que tout le monde avait décidé de ne pas le répéter. Après le dîner, Richard et moi nous sommes assis sur la terrasse, pendant que les autres débarrassaient la table. L'air du soir portait l'odeur des feuilles mortes. Tu sais, a-t-il dit, j'ai passé des années à croire que mon rôle de chef se terminait quand j'enlevais l'uniforme. Je l'ai regardé. J'avais tort. Il a posé sa tasse de café sur la rambarde. J'aurais dû être un meilleur chef, au sein de ma propre famille. J'ai secoué doucement la tête. Vous l'êtes maintenant. Il a souri. Mieux vaut tard que jamais. De l'autre côté de la cour, Michel aidait Diane à empiler les chaises, après le repas. Elle l'a remercié, puis s'est doucement excusée, lorsqu'elle l'a accidentellement interrompu. C'était un échange si infime, que la plupart des gens l'auraient manqué. Pas moi. Des années auparavant, Diane s'attendait à ce que tout le monde s'adapte à elle. Maintenant, elle apprenait à s'adapter aux autres. L'évolution semble souvent banale, vue de l'extérieur, mais au sein d'une famille, des changements ordinaires peuvent paraître extraordinaires. Quelques semaines plus tard, Richard a accepté une invitation pour prendre la parole lors d'une réunion d'anciens combattants locaux. Quand il est rentré chez lui, il m'a appelé. Ils ont demandé quel accomplissement me rendait le plus fier. Que leur avez-vous dit, ai-je demandé. Il a gloussé doucement. J'ai dit, les médailles se ternissent, les carrières se terminent. Mais voir une famille apprendre à se dire la vérité, ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être rappelé. Ces mots sont restés avec moi. La guérison n'avait pas effacé les cicatrices. Certains souvenirs faisaient encore mal. Certaines fêtes portaient encore les échos de vieilles douleurs. Mais ces souvenirs ne contrôlaient plus l'avenir. Pour la première fois depuis mon entrée dans la famille Beaumont, je ne me sentais plus comme quelqu'un, essayant de gagner sa place à la table. J'étais, tout simplement, à ma place. Et alors que le mois de novembre approchait, Diane a discrètement commencé à planifier le grand repas traditionnel de l'automne, qu'aucun de nous n'oublierait jamais, et ce, pour toutes les bonnes raisons. Le jour du repas est arrivé, avec son air vif, ses arbres dépouillés, et l'odeur de la tarte aux pommes et à la cannelle, flottant à travers la maison des Beaumont. Pendant des années, ce grand repas de fin d'année m'avait rempli d'une anxiété silencieuse. Je me demandais toujours quels commentaires Diane pourrait faire, ou si j'allais passer un autre repas à me sentir comme une étrangère. Cette année, l'ambiance semblait différente, avant même que je ne franchisse la porte d'entrée. Michel portait le dessert, tandis que je tenais en équilibre un grand plat préparé maison. Richard nous a accueillis avec sa poignée de main ferme habituelle, puis ma surprise, en me tirant dans une étreinte chaleureuse. « Bonne fête, capitaine », a-t-il dit avec un sourire. « Bonne fête, mon colonel. » Alors que nous entrions dans la salle à manger, je me suis arrêtée net. Là, à côté de la chaise de Richard, se trouvait un couvert pas comme les autres. La serviette en tissu avait été pliée en forme de petit éventail. Un marque-place écrit à la main reposait contre le verre à eau. On y lisait simplement « Émilie ». Pas capitaine Beaumont, pas la femme de Michel, juste mon prénom. Diane a remarqué mon hésitation. « J'espérais que tu t'assiérais là », a-t-elle dit doucement. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Le siège à côté de Richard avait toujours appartenu aux invités d'honneur ou aux membres proches de la famille. Dans toutes les années où je les avais connus, je n'avais jamais imaginé y voir mon nom. Le dîner n'a pas commencé immédiatement. Diane est restée debout en bout de table, triturant nerveusement son alliance. « Je voudrais dire quelque chose », a-t-elle commencé. La pièce est devenue silencieuse. L'année dernière, j'ai essayé de faire en sorte qu'Émilie se sente comme si elle n'appartenait pas à cette famille. Sa voix a tremblé. Je l'ai embarrassée en public. J'ai blessé quelqu'un qui n'avait rien fait d'autre que de nous traiter avec respect. Elle m'a regardé directement. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Mais je peux te dire, devant tous ceux que j'aime, que j'avais tort. Une larme a glissé sur sa joue. Tu n'avais pas besoin de gagner une place à cette table. Tu en avais déjà une. C'est moi,
qui refusait de la voir. Personne ne s'est précipité pour combler le silence. Certains moments méritent de respirer. Je me suis levée, et j'ai fait le tour de la table, jusqu'à être à côté d'elle. Je n'oublie pas le passé, ai-je dit gentiment. Et tu ne devrais pas, elle a hoché la tête. Moi non plus. Mais je crois que les gens peuvent changer, ai-je continué. Et au cours de ces derniers mois, vous m'avez montré que le changement ne se mesure pas aux excuses. Il se mesure au choix. Elle a tendu la main vers la mienne. Cette fois, je l'ai prise. Non pas parce que tout avait été effacé, mais parce que la confiance, une fois brisée, avait été lentement reconstruite, un choix honnête après l'autre. Alors que nous retournions à nos places, Richard a regardé autour de la table, et a souri. Maintenant, a-t-il dit, mangeons avant que quelqu'un ne m'accuse de faire un autre discours. Les rires ont rempli la pièce. De vrais rires, le genre qui ne vient qu'après que les cœurs ont commencé à guérir. Alors que nous baissions la tête pour rendre grâce pour ce repas, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis que j'étais devenue une Beaumont, je n'espérais pas être intégrée. Je savais, enfin, que je l'étais. Presque un an s'est écoulé, depuis la nuit où une assiette a volé en éclats, sur le sol d'une salle de bal. Les gens me posent encore des questions, sur le banquet de retraite du colonel Richard Beaumont. Ils s'attendent à ce que je parle de l'embarras, du silence, ou des 3 mots qui ont figé une pièce entière, lisez mes ordres. Mais ce n'est pas la partie dont je me souviens le plus. Quand je repense à cette soirée aujourd'hui, je me souviens de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens de Richard choisissant la vérité plutôt que la fierté. Je me souviens de Michel décidant qu'être un bon mari demandait plus de courage, que d'éviter les conflits. Et je me souviens de Diane faisant quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais réussi à faire, elle a changé. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement, mais sincèrement. Ces jours-ci, les dîners du dimanche chez les Beaumont sont devenus une tradition. Richard raconte généralement une histoire militaire de trop. Diane a appris à rire, quand tout le monde le taquine pour ses répétitions. Michel et moi arrivons souvent en avance, pour aider à mettre la table. Parfois, je surprends Diane en train de sourire, lorsqu'elle me tend un plat, ou qu'elle me demande mon avis sur une recette. Ce sont des moments ordinaires. C'est ce qui les rend précieux. Parce que la paix ordinaire est quelque chose que notre famille pensait ne jamais pouvoir retrouver. Il y a quelques semaines, Richard m'a invité à prendre la parole devant un groupe de jeunes officiers de l'armée de terre, et leurs conjoints. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas parlé de manuel de commandement ou de stratégie militaire. À la place, je leur ai raconté quelque chose que mon père m'avait appris, quand j'étais une petite fille grandissant en Auvergne. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les gens nous traitent, ai-je dit. Mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous nous comportons. Puis j'ai ajouté quelque chose que la vie m'avait appris plus tard, se défendre ne nécessite pas toujours de crier. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire, est de vous tenir calmement, de dire la vérité, et de laisser votre caractère parler plus fort que votre colère. Plusieurs personnes sont restées à la fin pour me remercier. Une jeune femme a dit doucement, j'avais besoin d'entendre ça. J'ai souri, parce que des années auparavant, j'avais eu besoin de l'entendre, moi aussi. Avec le recul, je réalise que la vengeance n'a jamais été ce qui a apporté la paix à notre famille. Si j'avais répondu à la cruauté de Diane par ma propre cruauté, nous aurions peut-être gagné une dispute, mais nous nous serions perdus pour toujours. La véritable victoire est venue, en refusant d'abandonner ma dignité. Elle est venue, en permettant à la vérité d'exposer ce que la colère n'aurait jamais pu montrer. Et elle est venue, en donnant au repentir sincère, la chance de grandir vers une réconciliation durable. Les familles ne sont pas maintenues unies par des personnes parfaites. Elles sont maintenues unies, par des personnes prêtes à admettre quand elles ont tort, prêtes à réparer leurs erreurs, et à choisir l'humilité plutôt que la fierté. Si notre histoire vous laisse quelque chose, j'espère que c'est ceci, ne laissez jamais l'amertume d'une autre personne, déterminer votre propre valeur. Tenez-vous debout, avec un courage tranquille. Protégez votre dignité. Offrez le pardon lorsqu'il a été véritablement mérité.
Et n'oubliez pas que le respect n'est pas accordé par l'âge, le grade, la richesse ou les titres. Il se gagne chaque jour, par la force de votre caractère. Si cette histoire a touché votre cœur, ou vous a rappelé quelqu'un qui avait besoin d'une seconde chance, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Et si vous appréciez les histoires sur la famille, le courage, l'honneur et l'espoir, nous serions honorés de vous retrouver, pour un autre voyage. Merci de votre écoute. Fin.